Oui, Alors, je vous rappelle le programme, c'est 19h30, 20h45 la première séquence. La deuxième séquence, 20h45, 21h45. 21h45, 22h, une pause. Et 22h, 23h, l'élucidation clinique. Donc, il y a 35 participants. Il y en a un certain nombre qui manquent. Qu'est-ce que vous préférez, Pamela? nous pouvons commencer maintenant. Bon, alors Pamela va intervenir. Elle vous a envoyé le programme et donc vous savez qu'elle va intervenir sur un binôme, continuité, discontinuité, et il faut que vous preniez ce binôme, non pas pour une abstraction logique ou autre, mais vraiment comme un outil clinique qui est essentiel pour s'orienter dans la clinique la plus quotidienne, la plus simple, la plus constante, et que c'est un outil formidable. Donc je vous passe la parole. Merci. Alors voilà, effectivement, je vais parler en fait, moi je le dis continuiste, discontinuiste, continuiste. Et je commence avec une citation de Jacques-Alain Miller quand il a répondu à une question dans un entretien qui a été après publié dans La cause du désir en 2012. La question qu'on lui a posée, c'est comment situez-vous en termes théoriques le débat aujourd'hui dans l'école entre clinique continuiste et discontinuiste? Et il répond, y a-t-il débat? Il continue, il est très bien de se fier à la question préliminaire avant d'entrer dans les raisons qui amenèrent Lacan à ôter son privilège au nom du Père selon la tradition. Au troisième temps, où nous sommes, il dit, il n'y a pas de synthèse ni antinomie, mais plutôt va-et-vient entre les deux perspectives. Cela dit, l'idée basique est que l'être parlant, comme tel, souffre d'une absence invisible qui est de structure et qui appelle les suppléances. Fin de citation. Cette remarque de Miller qui traduit la tension qui existe entre une clinique de manque et une clinique de nœud servira de boussole pour notre cours ce soir. La discontinuité caractérise la clinique freudienne. Dans son retour à Freud dans les années 50, Lacan affirmera une formalisation discontinuiste des structures cliniques où sont préservées les différences structurales entre les névroses, les psychoses et les perversions. Il y a des modalités différentes pour dire non à la castration. Le névrosé la refoule, le pervers la dément et le psychotique la forclôt. Spécifiquement, la forclusion pour les psychoses veut dire que quelque chose manque, à savoir le signifiant de l'autre de la loi, le nom du Père. Chez les névroses, la symptomatologie, aussi variante et changeante qu'elle soit, répond, malgré tout, à une certaine continuité qu'assure l'inertie du fantasme. Il y a une insistance d'une jouissance qui revient toujours à la même place. C'est différent pour les psychoses, pour qui cette absence de registre symbolique opérationnel laisse une béance où les phénomènes élémentaires, les troubles de langage, le délire et l'errance ne sont que quelques manifestations. Cette clinique discontinuiste, au premier enseignement de Lacan, dénote la présence ou l'absence du don du Père. Alors, Jacques-Alain Miller a fait une intervention qui est maintenant très célèbre. Il l'a fait en 2008 aux États-Unis en anglais. Ça a été traduit en français. Et ça s'appelle, c'est le texte qui s'appelle Effet retour sur la psychose ordinaire. Et donc, quand il était là, il a décrit cette discontinuité comme une clinique binaire, névrose ou psychose,
un ou bien absolu. Il ajoute que Lacan, dans son écrit d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, pense la psychose à cette époque dans la perspective de la névrose. Je le cite, il dérive la structure de la psychose de celle de la névrose comme une variation de la structure fondamentale de la névrose ou de la normalité. Miller explique qu'au fil du temps, dans le contrôle et dans la pratique, la frontière entre névrose et psychose a fini par s'épaissir. Mais, pour certains cas, l'analyste ne pouvait pas se décider. Et cela pouvait continuer pendant des années. De ne pas pouvoir en contrôle, par exemple, trancher entre névrose ou psychose. Et Miller a dit, ce n'était clairement pas une façon satisfaisante de considérer les choses. Donc, on voit à travers tout l'enseignement de Lacan, même à partir des années 50, quand même, que Lacan tentait de saisir l'inconscient au-delà des limites de la structure de l'inconscient des névroses. Le programme du travail de Lacan consistait à saisir un inconscient à partir des psychoses, qui est un champ beaucoup plus vaste, un inconscient dont le ciel n'est pas couvert et que Freud appelait le complexe d'Oedipe. Ces recherches, les recherches de Lacan, l'ont amené, à la fin de son enseignement, à une clinique où Lacan ne mise plus sur le père symbolique. Dans le dernier enseignement de Lacan, le nom du père, qui avant faisait la clé de la clinique, la matrice d'Oedipe, est dévoralisé et mis au rang d'un instrument pragmatique. Si c'est un instrument pragmatique, cela veut dire que chaque cas a son nom du père. Nous passons alors du nom du père à des noms du père. Le nom du père comme singulier, unique, absolu, n'existe pas. Alors, Miller va dire le nom du père passe au nom propre, du nom propre, au prédicat. C'est comme ça qu'il le dit en 2008 aux États-Unis. Dans le dernier enseignement de Lacan, la question est de savoir ce qui noue la structure du sujet. Quel élément spécifique, parmi d'autres, fonctionne comme un nom du père? Ce n'est plus une question d'avoir ou de ne pas avoir, mais de comment fait-on? Pendant que la première formalisation lacanienne est discontinuiste et catégorielle, la seconde est baroméenne, continuiste et élastique. Qu'est-ce qui est substitué pour ce nom du père? Miller appelle cette substitution un compensatory make-believe ou un faire-croire compensatoire. C'est une suppléance, un bricolage que le sujet trouve ou pas, qui fonctionne comme un nom du père et qui ordonne son monde. Par exemple, Schreber, nous dit Miller, fonctionnait avec une identification compensatoire jusqu'au moment de son déclenchement à l'âge de 55 ans quand il est devenu président. Miller nous explique que ce compensatory make-believe est précisément un substitué. Le nom du père se substitue lui-même au désir de la mère, où il impose son ordre. Le prédicat du nom du père se substitue au nom du père pour faire croire que le nom du père est opérationnel. Si le nom du père est prédicat, continue Miller, d'une certaine façon, il dit nous effaçons la différence de la névrose d'avec la psychose. Cette perspective continuiste est en accord avec la phrase « tout le monde est fou », c'est-à-dire délirant, phrase que Lacan a écrite dans son tout dernier texte. Miller explique, et c'est une longue citation, « Vous ne pouvez pas fonctionner comme analyste si vous n'êtes pas conscient que ce que vous savez, que votre monde est délirant,
fantasmatique, on peut dire, mais justement, fantasmatique veut dire délirant. Être analyste, c'est de savoir que votre propre monde, votre propre fantasme, votre propre manière de faire est délirante. C'est la raison pour laquelle vous essayez de l'abandonner, juste pour percevoir le délire propre à votre patient, sa manière de faire sens. Fin citation. Ce que nous croyons d'être vrai ne tient qu'à un fantasme. L'expérience analytique nous permet de voir que nous bricolons tous, quelle que soit notre structure, une fiction, une histoire pour tenir dans le monde. En parlant du bricolage, examinons maintenant la question de la continuité par le biais du symptôme, du nuage. Si on pose la question « Qu'est-ce qui est forclos dans la psychose ?» la réponse du premier Lacan de la suprématie de l'ordre symbolique était sans doute le nom du père. Dans le dernier enseignement, la réponse se pose en termes différents. Ce qui est forclos dans la psychose à l'époque de l'autre qui n'existe pas est le nuage baroméen. Et c'est dans ce sens que Miller affirme que d'un certain point de vue, la différence entre névrose et psychose s'estompe. Ce n'est pas parce que cette différence n'existe pas, c'est que la possibilité de suppléance fait que maintenant, un sujet psychotique peut aussi avoir un symptôme qui permet au réel, au symbolique et à l'imaginaire de rester noué. Dans ce cas où une suppléance permet à une structure psychotique de tenir, la seule différence entre névrose et psychose se réduit au mode de nuage. Miller souligne que cette incidence du concept du symptôme est foncièrement déstructurante. Si la distinction névrose-psychose est opératoire au niveau signifiant, elle est beaucoup moins nette au niveau du mode de jouir. Les textes de Miller sont indispensables pour saisir cette thèse de la forclusion généralisée qui trouve son appui dans les derniers séminaires de Lacan. Ce que comporte le mode généralisé de forclusion, il dit, c'est qu'il y a pour le sujet, non seulement dans la psychose, mais dans tous les cas, un sans nom, un indicible. Comment mettre cela en pratique analytiquement, comme Hervé Castanet disait tout à l'heure, parce que tout ça, en fait, c'est très pratique. Comment, dans la clinique, esquiver la rigidité d'une clinique binaire, névrose-psychose? La réponse de Miller, et vous le savez, a bouleversé notre pratique. C'est son invention du syntagme de la psychose ordinaire. La psychose ordinaire n'est pas une nouvelle catégorie clinique, mais plutôt une nouvelle façon de considérer les choses. C'est un appareil épistémique supplémentaire. C'est une tentative de clarifier la zone d'ombre des cas inclassables de la clinique. C'est une clinique subtile de distinction, non pas de classe, mais de mode, de variation, de tonalité. Ce n'est pas un repérage de oui ou non, mais de plus ou moins. C'est un outil précieux et très applicable dans la clinique aujourd'hui qui sert à nous orienter par le réel. Cependant, la psychose ordinaire, même s'il est fruit d'une clinique de la forclusion généralisée, reste pour autant une psychose. Et pour conclure, je voudrais ajouter qu'il ne faudrait pas tomber dans l'écueil souvent rencontré quand on oppose discontinuiste et continuiste. La clinique borroméenne n'est continuiste que sous certains aspects. Cette continuité ne suggère en aucun cas des passages possibles de la névrose à la psychose et inversement. S'il y a gradation à l'intérieur du grand chapitre psychose, Miller est très clair là-dessus et récuse toute gradation entre névrose et psychose. Il met plutôt l'accent
sur l'existence d'un point de capitaux, tant dans l'une que dans l'autre. Dans le cas de la névrose, le point de capitaux, c'est le nom du père. Dans la psychose, c'est autre chose que le nom du père. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup, Pamela, de votre exposé. Je trouve une très grande clarté pour nous orienter dans la clinique. Et du reste, vous-même, vous avez insisté sur comment il s'agissait d'outils. Alors, bien entendu, voici Sylvette Perazzi qui aura une intervention, au moins une à faire, et d'autres collègues, mais juste vous dire ceci. Par exemple, dans un autre cadre, je commente le concept de l'être chez Lacan, LE de TRE. Et j'ai pris cette année un texte de 1957 qui donne des premières définitions un peu assurées. À d'autres occasions, j'ai parlé d'un autre texte de Lacan pour la lettre qui date de 71 et qui s'appelle Liturateur. Donc 57, c'était l'instance de la lettre, 71, Liturateur. Seulement, je n'y étais pas, je n'ai pas vécu le passage de 57 à 71. Je ne vous en parle et je n'en parle que dans l'après-coup de mes lectures. En 57, j'étais vraiment un tout petit garçon, etc. Donc, je ne sais ce passage d'une définition à une autre, la construction d'un concept, que dans l'après-coup de mes lectures, des années et des années après, même si j'ai commencé à travailler les textes après ma thèse, c'est-à-dire en 1977, dans les cadres de l'école freudienne de Paris. Cette remarque pour vous dire quoi? C'est que l'affaire de la psychose ordinaire, je ne suis pas le seul dans cette réunion, mais je l'ai vécu in statu nascendi. C'est-à-dire que dans les années où nous avons commencé, il y a plus de 20 ans, à interroger les inclassables de la clinique, c'était une réunion des sections cliniques à Angers, ensuite de voir la psychose ordinaire telle que l'année d'après, à Arcachon, nous avons pu la construire, puis ensuite à Antibes pour savoir les branchements des branchements, ça a fait partie de ce qui a transformé notre propre clinique, puisque j'ai exercé, comme d'autres ici, avant l'élaboration de la psychose ordinaire. Donc, si vous voulez, quand j'entends Pamela parler de ce temps 1 en quelque sorte discontinuiste et de ce temps 2 continuiste, cela fait partie, et ce n'était pas le cas pour d'autres concepts, de mon histoire, de ma pratique. Il en est de même, je pense pour Nicole Gay, Sylvette Perazzi, Jean-Louis Morizot. Ça me paraît très... C'est pour dire, pour moi, le concept de psychose ordinaire aura toujours cette place. Et je me rappelle, ce n'est pas vraiment une confidence, mais enfin, il y a une petite pointe privée, c'est que il y a à peu près 25 ans, j'amenais un cas en contrôle auprès de Jacques-Alain Miller et je construisais un cas dans les termes de la névrose. Ensuite, ça a été publié, c'est un terme qui est connu dans le champ freudien, c'est l'homme au brouillard, et Defieux avait parlé d'un cas aussi, et ça avait été introduit à Arcachon, et les textes sont souvent liés, traduits, présentés ensemble, peu importe. Et je me rappelle qu'avant même que j'ai pu rédiger ce texte, j'avais apporté un cas que je construisais absolument dans les termes d'une clinique discontinuiste, et où, avec les outils d'alors, le diagnostic de névrose obsessionnelle paraissait le plus adapté. Et tout le contrôle, sur ce cas, il avait duré peut-être une année, peut-être un peu moins, avec d'autres cas aussi, enfin, c'est un contrôle très régulier. On n'arrivait malgré tout pas à comprendre comment ça pouvait être une névrose obsessionnelle, alors
on pensait que c'était une névrose obsessionnelle par rapport aux outils que nous avions. Et quand je dis on, c'était Miller et moi. Et on parlait, il avait dû faire ça avec d'autres personnes qui lui amenaient des cas. Et quand on a construit autrement le cas, on dit, mais peut-être une psychose non déclenchée, une psychose qui n'est pas de l'ordre des psychoses psychiatrisées et savamment décrites jusqu'alors, alors on avait des possibilités nouvelles qui émergeaient pour le cas. Et le cas, l'homme au brouillard, s'est avéré non pas un cas de névrose, mais un cas de psychose, en l'occurrence ordinaire, et si vous voulez ensuite, comme Pamela insiste sur ce point, le diagnostic final, c'était une schizophrénie. Mais ce qui importait, c'était qu'avec l'outil de la psychose ordinaire, avec l'outil d'être sensible à des indices autres, notre clinique se transformait. Et ainsi, alors que dans ma clinique, j'avais entre guillemets de nombreux névrosés dont je ne savais pas s'il s'agissait vraiment d'une névrose, mais je n'avais pas d'autres concepts. Quand le concept de psychose ordinaire est arrivé, s'est élaboré, et très modestement, j'y ai participé avec d'autres, eh bien, notre clinique, notre pratique clinique s'est éclairée de façon nouvelle. Il y a des cas qui sont, parce qu'on les a posés comme des cas de psychose, qui sont devenus absolument lumineux et où on a pu conduire les cures autrement. Voilà, je voulais vous rappeler ça, Pamela, parce que c'est pratiquement un des rares concepts où j'ai connu le avant et le après, alors que pour la plupart des autres concepts, je n'ai pas connu. Si j'avais été au séminaire de Lacan dans le séminaire 1 puis le séminaire 2, j'aurais vu dans le séminaire 1 qu'il n'utilisait pas le terme de grande taille, qu'il faut attendre le séminaire 2 pour que ça surgisse. Et j'aurais été absolument remué par tout ça, et j'aurais été dans un amphithéâtre à l'hôpital Sainte-Anne. Mais je le sais que dans l'après-coup. Pour la psychose ordinaire, je l'ai vécu, je l'ai éprouvé dans ma pratique elle-même. Ça, c'est quelque chose qui change la perspective. Voilà, je voulais préciser ça. Donc, vraiment, ce sont des outils cliniques. Peut-être Sylvette? Oui, avec le micro, c'est mieux. Oui, parce que, comme je l'ai dit à Pamela, j'ai rebondi sur sa dernière phrase que je vais vous citer. Hein. C'est une réponse que Miller fait à Geneviève Morel, d'ailleurs, une ancienne collègue, dans la conversation d'Arcachon. Et il pointe le fait que qu'il y a, aussi bien dans la névrose que dans la psychose, un point de capiton, que le point de capiton de la névrose, c'est le nom du père, et qu'il y a autre chose que le nom du père dans la psychose. Alors, je suis parfois revenu sur cette idée de point de capiton. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un point de capiton. On l'imagine bien avec le fait que c'est ce qu'on fait dans un matelas. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Je le mets là. Hein? C'est petit, voilà. Donc, ça se fait par un dessus-dessous avec une grande aiguille. Alors, ça se fait dans les matelas, puis ça se fait aussi sur les fauteuils, un peu en losange comme ça, hein, avec des boutons. Alors, c'est ça le point de capiton. Et ça m'a permis d'évoluer dans 3 moments de l'enseignement de Lacan, cette idée du point de capiton. Alors, il apparaît en premier dans le séminaire 3, page 303 d'ailleurs. Hein. Vous me permettrez de représenter la fonction du signifiant par ce qu'il appelle un artifice spatialisant, dont nous n'avons aucune raison de nous priver. Ce point autour de quoi doit s'exercer toute analyse concrète du discours, je l'appellerai un point de capiton. Voilà donc la définition qu'en donne Lacan. Et juste un peu plus loin, alors qu'il parle d'une scène d'Athalie, hein, si nous analysions cette scène comme une partition musicale, nous verrions que c'est là le point où viennent se nouer le signifié et le signifiant, entre la masse toujours flottante des significations qui circulent réellement entre ces 2 personnages et le texte. Le point de capiton est le mot crainte, qui est prononcé par un des 2 personnages, avec toutes ses connotations transsignificatives.
Autour de ce signifiant, tout s'irradie, tout s'organise à la façon de ces petites lignes de force formées à la surface d'une trame par le point de capiton. Parce qu'effectivement, quand il y a un point de capiton, il y a des petites rides autour. C'est le point de convergence qui permet de situer rétroactivement et prospectivement tout ce qui se passe dans ce discours. Et Lacan conclut, le schéma du point de capiton est essentiel dans l'expérience humaine. Alors, c'est un artifice qui remédie à un point de rupture dans le discours, mais qui vise à rétablir le sens. C'est un nœud déjà, hein, parce que ça se noue, le capiton, mais qui permet de faire sens en liant S1 à S2. Et d'ailleurs, le sous-titre que Jacques-Alain Miller donne à la fin de ce chapitre 21 du séminaire 3, c'est le père, point de capiton. Le point de capiton, c'est donc là le nom du père. Et voilà je fais un saut dans le temps, et voilà le commentaire qu'en donne Jacques-Alain Miller dans son séminaire L'un tout seul du 25 mai 2011. Je vous en cite une partie. Le point de capiton, c'est une notion que rend nécessaire le décalage, précisément, du signifiant et du signifié. Au fur et à mesure que se déroule une chaîne signifiante, qui en l'occurrence est une chaîne sonore, il se forme une nébuleuse de signification jusqu'au moment où le signifié vient s'ordonner, du moins on l'espère, et semble rejoindre en quelque sorte la suite signifiante et révéler ce que ça veut dire. Alors, effectivement, ça peut surprendre l'auditeur, mais aussi bien celui qui prononce la phrase, hein, que la signification se boucle. Je poursuis. Lacan a présenté cette fonction du point de capiton par un schéma dynamique qui place sur un vecteur, on peut dire chronologique, la suite signifiante, et qui fait intervenir un second vecteur recroisant le premier en deux points et allant en sens inverse de celui du signifié, qui attend que soit déjà atteint une certaine longueur sur le vecteur signifiant pour s'effectuer. Et lui n'est pas chronologique, mais plutôt instantané. Voilà le schéma que vous reconnaissez sans doute comme celui que l'on voit à la formation du graphe. Le point de capiton, c'est un instant de voir ou de saisir le signifiant qui compte. Et cet instant de voir ou de saisir se collabore immédiatement avec le moment de comprendre, ce qui incite Lacan à situer l'ensemble des signifiants et à placer l'après-coup là où se situe l'intention, le signifié de cet ensemble de signifiants. Donc, il y a une temporalité. Ça, c'était pour le point de capiton. Alors, ce point de capiton, il va, je dirais pas évoluer, mais c'est la pensée de Lacan qui va évoluer, en passant, qui va aller jusqu'au neuroméen, mais en passant par une autre nouage, j'ai découvert d'ailleurs, hein, pour cette occasion, qui s'appelle le point nœud. Alors, ce point nœud, Lacan en parle, alors là, on était dans les années 50, on est ensuite dans les années 70. Lacan parle dans l'étourdie de 3 points nœuds que l'on remarque, voilà, et ces 3 points nœuds, en fait, ce sont l'homophonie, la grammaire et la logique. Hein. Il reprend ce terme pour parler de la langue, le point nœud, dans le savoir du psychanalyste, et enfin, dans Ou pire, j'ai enseigné des choses qui ne prétendaient rien transgresser, mais cerner un certain nombre de points nœuds, et que là, il appelle point d'impossible. Donc, on part du nœud, du signifiant, des points nœuds, qui notent l'opération de la parole, au point d'impossible, et on en arrive au nœud borroméen, où là encore, il s'agit de faire passer les fibres dessus-dessous, pour obtenir un nœud à la propriété borroméenne, à savoir que si l'on coupe l'un des nœuds, les 3 se défont. C'est dans les noms du père. Il dit, c'est comme ça qu'il faut que vous conceviez que les nœuds se rejoignent pour définir ce quelque chose qui est une toute autre définition du point. Et là, effectivement, à partir de là, il y en a une autre, à savoir le point où les 3 ronds se coincent. Et l'application clinique de tout ça, c'est Joyce, évidemment. Joyce qui témoigne que s'il y a faillite d'un de ces points,
Une autre modalité de nouage peut se faire, ce que Lacan appellera dans le séminaire 23 l'écriture de l'ego. Il va même écrire ce qu'il appelle dans le séminaire 23, toujours à la page 94, un symptôme borroméen avec 2 erreurs sur le nœud dans les dessus et dessous. C'est-à-dire que les erreurs, ce sont des erreurs de passage des ronds l'un sur l'autre. Juste, j'indique que lors de la fameuse raclée du portrait de l'artiste en jeune homme, son corps se dérobe comme une pelure. C'est cela que Lacan dit ne pouvoir illustrer qu'avec son nœud beau. Le nom borroméen, le rond de l'imaginaire non noué glisse sous les 2 autres. Seul un ego de suppléance, soit l'écriture pour Joyce, et pas n'importe laquelle, celle qui déstructure la langue anglaise, pourra refaire tenir ensemble ce qui s'est dénoué ainsi, au point même de l'erreur sur le nœud. Le parcours de Lacan va donc du capiton entre signifiant et signifié, au nœud borroméen entre, et ces falsus, ces erreurs, nœud entre les 3 registres R, S et I. Voilà où ça m'a mené. Merci beaucoup, Sylvette, de ce parcours très, très important. Comment vous rebondissez, Pamela? C'était magnifique. Merci, Sylvette. Quelque chose qui m'a frappé, c'était la première définition, dans la première définition du point de capital, il y a le mot artifice. Oui. Je crois que vous avez dit artifice spatialisant. Et je pense que tout s'organise à partir de là. Et donc, ça tient à quoi? Ça tient à cet artifice. Et ça me fait penser au quel est le faire quoi compensatoire. Oui. Et comment ça aussi, c'est à partir de cette, que ça soit un fantasme ou autre chose, mais c'est make-believe. Le mot qu'il a employé, Jacques Alain-Miller, c'est make-believe. Il était aux États-Unis et il a voulu justement lier ça au conte de fées, à une fiction, mais aussi à un rêve ou un fantasme. Et quand on le voit comme ça, c'est vrai que structurellement et pragmatiquement, c'est clair que ça pourrait s'organiser de la même façon. De cette, enfin, que ça soit psychose ou névrose. Et puis, il y a une autre chose, j'ai passé un peu de temps sur le mot prédicat, parce que ça veut dire dans un premier temps, enfin, on sait que ce n'est plus une nomination, le nom du Père comme prédicat, c'est autre chose, c'est le verbe, c'est quelque chose qui est dit à propos du sujet. Et ce n'est pas le nommer, si c'est le prédicat, c'est autre chose que le nommer. Mais en cherchant ça, en vérifiant ça, j'ai appris que le mot prédicat vient de predicare, je crois, en latin, et ça veut dire prêcher, qui aussi inclut un élément de il faut y croire. Donc, je trouve que c'est la façon que vous avez présenté le point de capitaux, je trouve, souligne cette croyance, en quelque sorte, qui fait partie exactement comme le ruban, Mobius, merci. L'intérieur et l'extérieur se mêlent. C'est à la fois le point le plus intime et le plus extérieur, donc extime de chaque sujet. Alors, ça me semble vraiment très, très intéressant, ce moment de la discussion, parce que, et Sylvette l'a suggéré
en posant la question, c'est qu'on voit bien que le nom du Père, c'est le concept clé qui permet de faire tenir la discontinuité, c'est-à-dire une clinique des classes séparées. Mais la question qui se pose, c'est, et vous la posez du reste dans votre texte, Pamela, qu'est-ce que c'est qui fait tenir le sujet dans une clinique continuiste? Bon, le terme de point de capitaux n'étant plus alors pertinent, puisque, vous le précisez, il faut le pluraliser. On passe du nom du Père singulier au nom du Père NOM-S au pluriel. Et là, il y a un apport qui est un peu resté en jachère, je dois le reconnaître, dans la troisième scansion, Angers, Arcachon et Antibes. À Antibes, bon, pour la petite histoire, nous n'étions pas à Antibes, nous étions à Cannes, mais c'était pour conserver le grand tas Angers, Arcachon, Antibes que nous avions laissé Antibes, qui est près de Cannes. Quelle est la modalité qui peut faire tenir dans une clinique continuiste? Et on avait essayé à Antibes d'imaginer non plus le nom du Père qui fonctionne sur présence-absence, avec une articulation exclusive. Ou bien il est inscrit, ou bien il n'est pas inscrit. Il n'y a pas de position intermédiaire ou de position tierce. C'est la politique du tiers exclu. Il est inclus, il est exclu. Eh bien, c'était l'idée d'imaginer, c'est le cas de le dire, que dans la clinique continuiste, il y a un appareillage qui ne prend pas tout ce qu'il s'agit de traiter à l'intérieur de son champ, donc qui en laisse des bouts au dehors, qui en saisit certains, pas tous. Et là, cet appareil, il a un nom à la fin de l'enseignement de Lacan. C'est le symptôme, S-I-N-T-H-O-M-E. Que le symptôme ne fonctionne pas par présence-absence, mais qu'il faut le penser comme un appareil, un peu comme ces boîtiers informatiques que vous avez pour vos box, pour vos appareils, il y en a partout, généralement on ne sait pas comment ils fonctionnent, etc. Vous rentrez un fil dans un trou sur un des côtés de la boîte, et puis de l'autre côté, il sort un ou plusieurs trous où vous branchez d'autres fils. C'est un appareil, un appareillage. Et vous voyez que parfois ça passe, parfois ça passe pas. Vous prenez votre chaîne de télé Canal+, si vous êtes abonné, parfois vous ne pouvez pas, vous prenez que la TNT, et donc c'est pas le même codage, etc. Ça, on connaît tout ça. Ça marche à moitié. C'est pas que ça marche pas, mais on n'a pas tout à fait ce qui était prévu, qui devrait être transmis grâce à la boîte. Vous voyez que ça, c'est le contraire d'une logique du nom du Père. Logique du nom du Père, c'est vous allumez la télé, elle marche, vous n'allumez pas la télé, vous allumez la télé, elle ne marche pas. C'est un binôme. Écran noir ou écran avec une scène ou des chaînes. Et ces systèmes d'aujourd'hui, en quelque sorte, qui pluralisent l'affaire, vous avez la télé, mais vous n'avez pas le branchement sur le Canal+, alors que vous êtes abonné, mais vous avez la TNT, donc vous avez moins de chaînes, vous n'avez pas les mêmes chaînes, etc. C'est une façon d'illustrer, ça m'est venu en vous parlant, mais c'est l'idée ça ne fonctionne plus sur une opposition présence-absence, mais plutôt sur, vous l'avez cité, Pamela, sur une idée de gradation, du plus et du moins. Le plus, c'est, si vous avez l'abonnement Canal+, c'est, je ne sais pas quoi, 140 chaînes. Bon, donc là, vous avez, mais ça ne peut fonctionner à un certain moment que sur la TNT, vous en avez 25. Bon, ces exemples, oubliez les exemples des chaînes, mais c'est pour faire entendre que c'est une clinique qui fonctionne autrement. C'est une prise, c'est un peu une morsure, mais qui ne mord pas tout. Alors ça tient pas. Et là, on a des systèmes qui nous permettent de comprendre, me semble-t-il, comment certains sujets, y compris psychotiques, tiennent
alors même qu'on pourrait penser que ça ne devrait pas tenir. Donc, quels sont les éléments qui font que ça tient sur un bout et pas sur tel autre? C'est une question, c'est une clinique des bouts, c'est une clinique du partiel, c'est une clinique du plus ou moins, c'est une clinique de la gradation. Alors que, c'est-à-dire c'est une clinique de la métonymie. Puisque j'avais commenté les références que vous faisiez chez Lacan, Sylvette, au début dans le séminaire 3, puisque c'est une référence directe au schéma produit par Saussure entre le flux des signifiants et la masse des signifiés, la représentation, et qu'il faut comme ça les articuler. Eh bien là, on a une clinique de la métonymie qui ne fonctionne donc par contiguïté, alors que la clinique de la métaphore et du nom du Père fonctionne par substitution, c'est-à-dire par similarité. C'est un axe vertical, alors que la clinique continuiste est un axe horizontal. D'où, y compris ce changement, que dans la première clinique des noms du Père, c'est-à-dire ordonnée par la grande métaphore, la référence, c'est la psychose du président Schreber, c'est-à-dire la paranoïsation du monde, une grande paranoïa, ou une paraphrénie, enfin peu importe ce détail psychiatrique, ça peut toujours se discuter, mais ce n'est pas là l'intérêt, c'est que vous avez une métaphore délirante pour en rendre compte. Mais quand vous avez d'autres références, vous vous apercevez avec la clinique continuiste, c'est-à-dire une clinique sur de la métonymie, vous allez comme grande référence psychiatrique, c'est la schizophrénie, ou c'est Joyce. On ne peut pas dire que Joyce soit paranoïaque. Bon. Donc, on s'aperçoit que tout ça a son intérêt. Qu'une clinique de la métaphore, c'est toujours plus ou moins, c'est l'axe de la similarité, les termes se substituent, alors que dans la clinique de la continuité, continuiste, vous avez justement la juxtaposition des termes en rhizome et pas, alors donc leur coexistence par bout, par morceau, pas toujours la même chose. Et c'est ce que Lacan appelle, voilà, la petite métonymie. Donc c'est pour ça que quand on lit le texte de Miller ou des collègues qui ont travaillé ces questions, ils insistent tous à propos de la psychose dite ordinaire sur les petits indices, les petits éléments que vous repérez. Alors que pour la grande métaphore, il suffit que vous repériez, elle est là ou elle n'est pas là, vous la repérez très vite. Vous la repérez absolument très vite. Le diagnostic se fait quasiment de façon instantanée si la personne va construire le défaut du nom du Père réapparaissant dans le délire sous la forme d'un Dieu tout-puissant que le patient serait en train d'épouser, d'étreindre, ou lui-même pouvant se penser comme le Fils de Dieu. Ce n'est pas très compliqué de repérer la substitution qui opère de par le défaut du nom du Père. Et le délire va être une métaphore délirante. Par contre, toute cette petite clinique dont on parle, elle ne se saisit pas d'un point de vue de Sirius, je regarde et je vois. Il faut aller dans le terrain, tel élément, tel autre, les petits indices, les petits éléments, les trois externalités dont Pamela a parlé dans deux occasions. Donc, ce n'est pas la même clinique, ce n'est pas le même doigté. Ça nous oblige en quelque sorte d'être moins en rivalité intellectuelle avec le psychotique. Vous allez me dire, mais d'où ça sort? Ça sort de Freud lui-même, qui explique, lorsqu'il écrit son texte sur le président Schreber, qu'il n'a jamais rencontré, il écrit « J'ai inventé la théorie de la libido avant d'avoir lu Schreber ». Parce qu'on pourrait penser qu'il y a chez Schreber une théorie de la libido, c'est-à-dire la jouissance qui suivrait les fils sous la peau, plus proche de la peau chez les femmes et plus intériorisée chez les hommes. Bon. Il dit, ça pourrait être une métaphore de la théorie de la libido, et donc on pourrait croire que je l'ai piqué au président Schreber. Mais pas du tout. Vous voyez, le professeur Freud qui se justifie d'avoir trouvé un concept avant le témoignage d'un fou. D'un grand fou, certes, d'un fou. Donc, on voit qu'en quelque sorte, ça oblige à une phallicisation de notre pensée, de notre clinique. Ça a ses limites, après. Alors que dans la clinique continuiste, ça ne marche pas. Votre grande métaphore, elle est vaine. Il vous faut les petites métonymies, ce que Lacan appelait dans le séminaire 4 les débris de l'objet métonymique. Vous seriez d'accord, Pamela, que oui, ça peut se construire? Oui.
Non, mais il me semble qu'on a des éléments, à partir de ce qu'avait dit Sylvette, au fond, on voit deux cliniques, pas deux cliniques qui s'opposeraient, mais c'est ces deux attentions différentes. Or, et je terminerai là-dessus avant de passer la parole à d'autres collègues, et puis voir si on est à l'heure. On devrait terminer avec l'heure. On va terminer à 20h45. Peut-être participants des questions. Oui, c'est juste une référence que vous trouvez dans le séminaire 3. Je l'ai déplié ailleurs. Mais lorsqu'il dit, tenez-vous bien, que la métaphore trouve son ressort et sa possibilité à partir de la petite métonymie. Que la grande métaphore, elle ne surgit jamais ex nihilo, qu'il vous faut d'abord la métonymie pour pouvoir construire la métaphore. Ça, ce sont des remarques formidables qu'il faudrait développer, déplier. Je l'ai fait ailleurs, très modestement, mais néanmoins, c'est ça qui compte. Donc, de réintroduire la métonymie, de réintroduire la continuité, c'est tout un enjeu épistémologique et clinique. Donc, je vais voir où sont nos collègues. Jean-Louis Morizot, s'il veut intervenir. Nicole Gay, qui nous écoute, m'a dit qu'elle préférait ce soir nous écouter. Donc peut-être Jean-Louis s'il veut intervenir, ou alors d'autres personnes qui sont là, qui se posent des questions et qui pourraient se dire mais à quoi ça vous sert cette histoire? À quoi ça peut nous servir? Si vous avez une question. Qui veut poser une question? Donc peut-être Jean-Louis, est-ce que tu veux parler? Voilà. C'est assez simple, ma remarque est assez simple, parce que ça veut dire en tout cas tout ce que tu dis, et ce que tu dis très bien sur la psychose, soit la grande métaphore, soit la métonymie. Moi, je reviens à cette idée que finalement, la psychose a été identifiée comme une pathologie grave, et qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Ça fait partie de la norme. Hein. Ça fait partie des modes dont les sujets se défendent quant au réel, quant à la jouissance. Sur le mode psychotique ou sur le mode névrotique, effectivement, la façon de faire n'est pas la même, mais quand même, il y a à chaque fois cette nécessité d'une construction pour un sujet. Ça me fait penser à... Je réfléchissais quand j'ai revu la phrase « forclusion généralisée », je me disais que c'est une autre façon de dire comme tu impliques, Jean-Louis, tout le monde est fou, mais c'est aussi une réflexion, peut-être on peut le dire maintenant, vu que le nom du Père qui tenait notre société pendant bien longtemps est en train de se dissiper, de se dénouer. Il n'y a plus les mêmes autorités qui tiennent nos civilisations, et en plus, non seulement ça, mais de plus en plus, ce qui est là est mis en question. Et donc, face à ça, il y a l'idée de cette forclusion généralisée, mais est-ce qu'un des symptômes, c'est une augmentation, enfin, c'est une question, une augmentation de cas de psychose ordinaire dans nos cliniques, par exemple, dans nos cabinets? Oui, c'est pas évident. C'est pas évident que l'évolution des mœurs soit responsable du fait que le nom du Père n'opère plus dans la construction des sujets. Moi, je dis c'est pas évident. Ça saute pas aux yeux. Je ne dis pas que c'est pas ça, mais c'est pas évident. Je pense, parce que là, j'ai une autre référence. Cette référence, c'est les trans, ceux qui se disent non-binaires. Vous savez ce que ça veut dire, non-binaire? Ça veut dire que ceux qui se réclament du non-binaire récusent la partition masculin-féminin, qui est la partition du genre dans la langue, et ça veut dire que les langues sont bâties sur des couples d'opposition signifiantes. Et que quand on dit couple d'opposition signifiante, ça veut dire que dans la construction même de la langue, ce sont des oppositions, des césures-oppositions, et des césures-réunions. C'est réunion-césure. La langue est ainsi bâtie. Alors,
quelqu'un qui imaginerait sortir de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait inventer une langue où effectivement il n'y ait plus une césure entre deux termes, mais une continuité. Alors, ça me paraît très compliqué. D'autant que si on veut en faire une langue, il faudrait que ce soit sinon universellement partagé, du moins quand même suffisamment partagé pour que ça puisse fonctionner. Donc, vous voyez, on se trouve là devant quelque chose qui est, je dirais, la structure même d'une langue. Et comment on fait avec ça? Alors après, chacun le reprend à sa façon, bien sûr. Mais il y a là quelque chose qui me paraît assez incontournable, avec quoi on doit faire, chacun de nous, à moins d'inventer quelque chose de complètement différent. Mais ça, c'est très solipsiste à ce moment-là. Je ne sais pas si je... Juste une remarque. Bien sûr, on peut dire que tout par l'être a affaire avec le réel, qu'il soit névrosé ou psychotique. Mais il faut quand même reconnaître que dans la plupart des cas, bienheureux le névrosé, qui a la métaphore et la signification phallique à peu près dans toute situation. Parce que, c'est pas Jean-Louis, je vais l'apprendre, il y a certains ici, la folie peut être des moments de déréliction subjective, d'une douleur, d'une souffrance absolument incroyable. Donc, dans certains cas, non, mais dans la plupart des cas, en tout cas des psychiatres psychiatrisés ou autres, c'est un enfer. Alors quand même que le névrosé échappe la plupart du temps à cet enfer. Le deuxième point, en plus, en tant que névrosé, je suis quand même particulièrement idiot par rapport à la rigueur psychotique. Ça, je l'ai toujours su. J'ai eu beau devenir un intellectuel, je sais pertinemment que devant n'importe quel patient, y compris à les différences de société, de position, de culture, de maniement de la langue, etc., le maître, c'est lui. Bon. On n'est pas, les névrosés sont quand même lourdeaux, pâteaux, ils disent une chose et son contraire. C'est sympathique, c'est très sympathique et ça rend la vie possible, mais c'est pas très très rigoureux. Parfois, le névrosé arrive à la rigueur, évidemment, c'est quand il peut poser l'acte. Le deuxième point, c'est à propos des trans. Ça me paraît formidable que tu y fasses référence, Jean-Louis, parce que ce que tu dis, c'est exactement ce qu'aujourd'hui les trans ou un certain nombre d'acteurs de la vie sociale contestent. Ils veulent en finir avec la langue et ses assignations. Et du reste, Barthes, dans son cours d'introduction au Collège de France, avait dit cette phrase qui avait surprise, qui était « la langue est fasciste ». C'est-à-dire qu'elle est toujours au service des signifiants du patriarcat. Ça, on ne peut pas vendre à quiconque autre chose. C'est comme les religions. C'est comme si quelqu'un disait, y a-t-il une religion qui soit favorable aux femmes? Non. Non. Vous prenez notamment les monothéistes. Je crois qu'il n'y a de religion que monothéiste. Quand ce n'est pas monothéiste, ça porte le nom de religion. En fait, ce sont des sagesses. Mais les religions sont monothéistes et elles sont insupportables par rapport aux femmes. Ce que ça, tout le monde sait, tout le monde a démontré et tout le monde a pu le vérifier. Donc, c'est vrai que les langues portent ce binarisme et il y a des sujets aujourd'hui qui le contestent. Et ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs. Et c'est vrai, je vais vous le dire, moi, me semble-t-il, nos concepts parfois sont encore un peu courts pour en rendre compte. Parce que soit on les renvoie à la folie, c'est-à-dire à la psychose, il faudrait préciser laquelle ou lesquelles, mais peu importe, soit on leur dit c'est impossible parce que la langue porte en elle-même ce que vous essayez d'annuler, et donc ça nécessiterait de parler, de construire une langue autrement. Oui, mais ils vous répondront, et alors? Et est-ce que nous pouvons leur dire soit vous êtes fous, soit vous butez sur le mur de l'impossible? C'est compliqué. Je pense que,
à la fois l'enseignement de Lacan nous offre des outils formidables pour rendre compte de tout ça, et à la fois, disons-le entre nous, là je veux pas que ça se sache, mais allez, nous sommes un peu traditionnels et réactionnaires sur ces questions-là, à titre privé. Même non, je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu as poussé ce que j'ai avancé jusqu'à son terme ultime. Mais justement, inventer une autre langue. Comment on fait? Moi, je ne sais pas faire. Qui sait faire? Qui a l'idée? Pourquoi pas? C'est pas en soi, c'est pas. Tu as bien été obligé toi-même en tant qu'enfant d'inventer une femme pour que tu puisses être l'homme que tu es. Tu n'as pas appris en quelque sorte ce qui pourrait relever de l'identité de genre parce que tu l'as lu dans le dictionnaire. Donc on a tous inventé. Le problème, c'est qu'on invente d'une certaine façon à partir des signifiants du patriarcat. Par exemple, ça me paraît très important. Tous ceux qui ont posé la question qui ont posé la question, par exemple, ça a été parfois une bouteille à langue. L'écriture féminine. Est-ce qu'il y a une écriture féminine? Certains ont dit, mais oui, 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 et d'autres ont dit, mais vous plaisantez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je crois que le débat est très juste. Est-ce qu'on peut penser autrement que dans les termes où nous sommes? Et les termes dans lesquels nous sommes, ils n'ont rien de définitif. Par exemple, c'est vrai, j'ai écouté hier, vous allez me dire ça n'a rien à voir, vous allez voir que ça a à voir. J'ai écouté un fragment d'émission parce qu'il y a un journaliste sportif qui s'est fait attraper parce qu'il y a quelques années, il embrassait les autres journalistes sur la bouche ou leur soulevait la jupe et on lui demandait mais quand tu as fait ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors il disait mais non, je sais bien, maintenant on ne peut plus le faire, et il ajoutait on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Ça c'est très intéressant. Donc c'est comme s'il y avait une sorte d'histoire immuable que ben voilà, quand les filles avaient des jupes, on les soulevait. Il suffit d'avoir été une fille, et il y en a beaucoup là sur l'image, qui savent que c'est absolument intolérable. Dans certaines circonstances, évidemment, on parle de celle-là, on ne parle pas de l'érotisme des rencontres. Mais, et les femmes ont appris ça, ont intériorisé ça, de ne pas mettre certains chemisiers, de ne pas mettre certaines jupes, selon où elles vont, où elles travaillent. Eh bien, on pourrait dire, mais comment peut-on faire autrement? Ça, c'est à inventer, je suis d'accord. Mais l'invention va contre l'histoire. Toute invention va contre l'histoire. Toute invention va contre l'histoire. Sylvette, qu'est-ce que vous en dites? Ah, tout à fait. Moi, je suis toujours... j'étais très sensible à leurs interventions. Et bon, mon idée, c'est qu'il faut toujours aller un peu trop loin quand on porte quelque chose de subversif, de nouveau, d'étonnant, qui jette un peu en l'air les bases classiques. Parce que si on ne va pas un peu trop loin, il ne se passe rien. Et je crois que ça, c'est un, je sais pas comment dire, c'est quelque chose qu'on retrouve. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, là, nos participants, mais moi, souvent, ça m'agace, certaines opinions, certaines positions. Et puis, je me dis, mais ils ont raison. S'ils ne vont pas trop loin, s'ils n'en rajoutent pas des tonnes, comme ça revient en arrière très rapidement, eh ben, ça n'a pas d'effet. Et quand on va trop loin, très loin, pas trop loin, c'est mal dit, très loin. Quand on va très loin, on a quelque chance d'avoir des effets. Ça a été vrai pour tous, par exemple, ou des choses comme ça. Ce qui va dans votre sens, c'est par exemple dans l'article là de Miller que citait Pamela, la page 41, de Quarto 94-95, je vous enverrai la référence, il dit névrose, psychose, et il ajoute la perversion, elle, est un terme contestable, ça va dans le sens de la Sylvette, qui a été mis en déroute par le mouvement gay. Cette catégorie tend à être abandonnée. Mais c'est les gays qui ont fait que le terme perversion, on n'ose plus l'utiliser. C'est leur action, y compris lorsque certains
porter le trait jusqu'à la caricature, mais peu importe. C'est vrai pour le sida, c'est vrai pour le mariage pour tous. Il y a eu effectivement l'action contre le sida, par exemple, est allée très, très, très loin. Mais si elle n'était pas allée très, très, très loin, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont le sida, qui ont eu le sida, qui se porteraient aussi bien que ce qui se porte actuellement. Peut-être, alors il reste à peu près 7 minutes, si certains ont des questions. Oui, c'est des sujets d'actualité. Je voulais aborder pour faire entendre que l'exposé de Pamela, ce n'est pas continuité, discontinuité, une sorte de logique abstraite. Mais tout à l'heure, quand vous avez parlé de comment, dans votre expérience, quand vous avez présenté le cas de l'homme de Brouillard et comment tout a changé à ce moment-là, il y avait un avant et un après. Mais avant ce changement, avant ce point tournant, il y avait quand même énormément de mouvements et de questionnements et d'examination. Et je me demandais, quand vous parliez de tout ça, j'étais très contente que vous en parliez, j'allais vous demander d'en parler d'ailleurs. C'est aujourd'hui, avec les questions de sexuation, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être la possibilité que la façon que Lacan l'avait posée avec les deux côtés, qu'il n'y aurait pas un jour une possibilité que ça change un peu, qu'on fasse, comme on dit sur la Constitution américaine, des amendements au moins, ou quelque chose qui propose autre chose, un peu comme la psychose ordinaire qui ne change pas les deux structures, mais qui ajoute quelque chose et une gradation. Et donc, je me demande si on ne va pas finir par évoluer notre pratique grâce à tout ce qui se passe actuellement au niveau de la sexuation et les positions que les gens prennent, surtout parce qu'il y a de plus en plus la possibilité de ni l'un ni l'autre. Mais je crois que c'est aussi ce que permet la langue que nous parlons, dont Lacan dit elle n'est jamais incomplète pour quelqu'un. On n'a jamais vu quelqu'un dans une langue qui dit ma langue ne me permet pas de dire ce que j'ai à dire. Ça n'existe pas. Mais il y a des points dans la langue, y compris les systèmes d'opposition, qui ont bougé et ils sont historiquement déterminés. L'exemple que j'emploie toujours, c'est que pour un grec du siècle de Périclès, il n'y a pas d'extérieur à la langue grecque. Et il dit, ce qui est extérieur à la langue grecque, c'est du blabla, ce sont des barbares. C'est-à-dire, ils sont récusés comme pouvant être à l'intérieur de la langue grecque, c'est-à-dire la langue du logos. Donc le logos est réservé à la langue grecque. Et les Grecs parlaient grec, mais il n'y a pas la référence à une altérité possible, si ce n'est d'être le bouilli, de la bouillasse, de la terre molle, du sans-ordre, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, le rapport à l'altérité n'est pas le même dans la Grèce que dans la Grèce de Périclès. On aime la Grèce de Périclès parce que si on fait usage d'un concept, on fait l'apologie du logos. On ne peut pas l'ignorer, qu'on soit un homme ou une femme, on fait l'apologie du logos. Mais vous vous apercevez que même si vous faites l'apologie du logos, c'est un logos déterminé. Regardez aujourd'hui ce qu'il apparaît dans un dernier Lacan quotidien. Une de nos collègues, je crois que c'est Déborah Guterman, a parlé d'un auteur qui s'appelle Monique Wittig, qu'on connaît bien aux États-Unis où elle a longtemps enseigné et qui avait écrit un très beau roman qui s'appelle L'Opoponax. Vous apercevez quand vous la lisez, ensuite elle est devenue féministe radicale, que les histoires d'opposition, elles ne marchent pas dans la combine. Elles montrent que ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez une Lucie Rigaray qui a aussi tenté, spéculum de l'autre sexe, etc., que les mots de la langue sont des mots qui portent des assignations sexuelles. Ce n'est pas simplement l'opposition qui est niée, c'est que, comme vous le disiez, Pamela, c'est si on accepte qu'on soit plus grec, c'est-à-dire que l'opposition soit plus exclusive. J'avais reçu une jeune femme qui, avant même de se transformer, était femme, en se transformer en garçon,
se transformer simplement par la façon dont elle se tenait, et les autres patients dans la salle d'attente finissaient par me dire « Mais je croyais que c'était une fille dans votre salle d'attente. En fait, non, maintenant, j'ai dû me tromper. C'était pas la même. Maintenant, j'ai vu un garçon. » Bien, par exemple, elle a décidé de l'ablation des seins. Un chirurgien à Lyon a fait l'opération, etc. Elle ne fréquente pas nos réseaux, je peux vous dire, elle était étudiante en anthropologie physique et maintenant continue en médecine par une passerelle que permet son diplôme qu'elle a. Bon. Eh bien, elle s'est fait l'ablation des seins et elle a décidé de ne pas pratiquer une transformation des organes urogénitaux. Quel statut ça a? Nous, avant, c'est très simple. Il y a 20 ans, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit, elle délire et elle a mis en conformité son corps avec son délire. Je regrette que le chirurgien n'ait pas refusé. Je regrette de ne pas l'avoir convaincu de cette dinguerie. Et maintenant, on ne dit plus ça. On ne dit plus ça. Est-ce qu'elle est folle? Ah ben alors là, je prends le pas. Ça sera. Je veux bien passer des heures avec les récits de la patiente et de démontrer dans nos critères la psychose. Donc vous voyez, c'est très important là ce que nous disons parce que c'est une clinique work in progress. Vous avez des questions, des remarques, encore quelques minutes parce que là. Hervé, ce qui paraît important, c'est qu'autrefois, on avait une conception très binaire de la psychose. C'était psychose ou pas. Et maintenant, justement, avec cette clinique continuiste, c'est-à-dire avec ce repérage des bricolages métonymiques, comme tu dis très bien, qui font suppléance au nom du père, on a complètement éclaté la sémiologie de la psychose. Et qu'on voit des sujets dont on peut douter effectivement qu'ils portent la dimension symbolique de la langue, mais qui se débrouillent très bien, qui ont trouvé des suppléances, y compris en incluant des symptômes qu'on pourrait juger bizarres, mais qui se débrouillent très bien. Donc, cette notion de clinique continuiste a fait complètement exploser les limites. Il y a quelque chose que Pamela a ramené qui me paraît très, très, très important dans ce qu'elle a ramené de ce que disait Millet, qui est que malgré tout ce qu'on dit là, il n'y a pas de passage de la névrose à la psychose ou quasi inversement. Je crois que ça, c'est très important de le souligner, hein, parce que à la limite, on pourrait croire que s'il y avait qu'il y ait une gradation, et ça, elle a bien marqué qu'elle n'y était pas. Oh, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, on vous entend. On vous entend. On vous entend. Mais on me voit ou pas? Oui, on vous voit aussi. Ça y est, oui, tout d'un coup, j'ai vu que ça. Voilà. Hein, je re-soulignais ce que vous avez dit qui me paraît déterminant. Hein. C'est déterminant. La pente, ce serait effectivement de se dire c'est une clinique continuiste. Alors petit à petit, on devient névrosé en partant de la psychose si on se débrouille bien, quoi. Hein. Exactement. J'exagère, mais. Ces mythes tiennent bien. Mais ce qui a complètement changé, c'est notre façon de pratiquer la clinique. C'est là où on est orienté autrement. Tout à fait. Si c'était la gradation, on pourrait par exemple être kleinien et parler des mouvements psychotiques, etc., dans l'enfance et autres. Et Mélanie Klein le fait sans hésitation, de l'emploi des termes. Toute l'école anglaise participe de cet élément, non sans pertinence, non sans rigueur, non sans intérêt, mais enfin, ce n'est pas notre option en tout cas. Bon. Hervé, c'est Anis Limami, est-ce que je peux poser une petite question, enfin, demande par rapport à l'intervention de Pamela, c'est juste pour me faire préciser quelque chose. C'est à propos de la forclusion. Vous avez dit que dans la psychose, je dirais, ce que j'ai compris pour faire vite, le nom du père est forclos dans le premier Lacan, et vous avez parlé de forclusion du nouage borroméen. Je pense que plutôt en faisant allusion au dernier Lacan, je n'ai pas bien saisi
ce nouage borroméen, du moins par rapport à l'idée que je me faisais de ce nouage. Par contre, j'ai vu en travaillant sur le séminaire Le Symptôme, alors je ne sais pas si c'est Lacan qui le dit ou c'est plutôt un commentaire de Jacques-Alain Miller, où il parle à propos de Joyce d'une forclusion de l'ego. Oui. Est-ce que c'est équivalent? C'est ce que vous entendez par ce nouage borroméen? C'est un petit peu ça Oui. mon Enfin, commentaire. les collègues, ils peuvent le confirmer, mais la spécificité du nuage borroméen, c'est que les trois cercles s'interlacent, c'est-à-dire se glissent dessous, dessous, dessus, dessous. Et ils tiennent, donc les trois ronds tiennent tout seuls. Voilà. Dans la psychose, les trois ronds ne tiennent pas tout seuls, c'est pas le nœud borroméen. Donc, ces trois, peut-être deux tiennent et pas le troisième, mais il y a quelque chose qui glisse. Et s'il n'y a pas de symptômes, de points de capitaux, de autre chose qui viennent les nouer, ça dissipe. Et d'ailleurs, nous voyons ça dans la clinique avec la psychose. Ça tient pendant un petit moment si une situation va bien, et puis ça peut complètement déconnecter. Et il faut reconstruire artificiellement, en quelque sorte, cette chose pour faire tenir les trois ronds. Pendant que pour le névrosé, les trois tiennent d'une façon borroméenne et ne se déconnectent pas. Est-ce que c'est ça? Oui, ben ça éclaire, oui. Merci. S'il y a une forclusion dont Lacan parle dans le séminaire sur le symptôme, il parle d'une verwerfung de fait. Alors ça, on a travaillé ce truc-là quand on a travaillé sur le symptôme parce que c'est pas évident. En fait, ce que Lacan dit, c'est que le père de Joyce était réellement carent, ne lui a rien appris, rien passé, et que avec ça, Joyce a dû, avec cette carence paternelle qui va réapparaître, il a dû se construire quelque chose qui lui donnera un nom. Il se fera un nom qui n'est pas le nom du père. Et en insistant sur cette verwerfung de fait et non pas la verwerfung du nom du père, justement, il insiste sur le un par un. Dans l'opposition, verwerfung du nom du père, ça vaudrait pour toutes les psychoses. Verwerfung de fait, il insiste sur le un par un et la spécificité de la façon dont ça se passe pour Joyce. Ça ne contradit pas. Ça me paraît très important. C'est là où Lacan, à propos de Joyce, dit voilà, que le père avait une sorte de mollesse, le père mou, de ce point de vue-là.